Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La question en trompe-l'œil du burn-out. Il était sans doute difficile d'imaginer, il y a encore 20 ou 30 ans, l'importance que prendrait la notion de burn-out. Son succès public ne se dément plus, et un engouement académique l'a fait passer d'un corpus confidentiel à un paradigme sans rival au niveau international, fort de milliers d'études produites sous l'égide des social cognitions, la cognition sociale et de l'occupational health psychology, la psychologie de la santé au travail. Que l'on se félicite de cette rationalité, qu'on en méjuge les emballements ou qu'on l'accuse de récupérations idéologiques, la notion de burn-out s'est indéniablement installée au centre des réflexions sur la souffrance au travail. Son modèle standard établit l'association chez un sujet de troubles émotionnels au travail, sa fuite conséquente de la relation au patient client-étudiant, et bientôt son sentiment de non-réalisation de soi, d'échec, Maslach, 1982. Le burn-out y émerge comme un destin de la surcharge de travail et du stress chronique, dont rend compte son appellation francophone d'épuisement professionnel. Et son pourcentage impressionne. Si 20 à 30% de la population active paraît une fourchette raisonnable, il peut aller très au-delà, jusqu'à des taux dépassant les 50% dans certains métiers localement ou des institutions. Cette usure d'acteurs et de systèmes est également documentée par les enquêtes sociologiques, qui y voient de leur côté l'effet de conditions sociales. Elles confirment pour la France la fréquence de contextes professionnels tendus ou dégradés. Des apprentis à ceux de ministres, les témoignages foisonnent de plaintes de surmenage, du ressentiment d'un toujours plus demandé avec un toujours moins alloué. Chacun avec ses mots vient d'incarner les effets d'une politique dictatoriale du chiffre, l'épée de Damoclès du chômage ou la crainte d'une relégation sociale, la faiblesse aussi des discussions entre partenaires sociaux ou l'individualisme, avec pour résultante un mélange pernicieux de fatigue et de recherche d'accomplissement, de surinvestissement et d'ennui, d'illusion et de solitude. Pour peu que les choses perdurent, c'est un burn-out. Sa trame globale se conçoit au reste facilement. Elle relie le durcissement ou la détérioration de l'activité dans un climat de crise économique à une charge de travail, trop élevée en quantité et en impératif temporel, puis à un cortège de manifestations somato-psychiques sous l'effet du stress. L'explication habituelle du malaise professionnel par le stress est devenue même une lapalissade au travail. Un tel craque ou aménage péniblement ses tâches, il est trop stressé. Une telle critique l'organisation, est agressive, ne trouve plus plaisir à son activité, c'est parce qu'elle ne supporte plus le stress et devrait prendre quelques congés, quand ce n'est pas la faute du management et des cadences qui de toute façon stressent, ou de notre tempo sociétal effréné qui engendre trop de pression et de précipitation. Applicable à un peu tout et presque imparable, ce triptyque contexte, professionnel ou sociétal, charge de travail, stress compose en fait un authentique trou noir de la psychologie du burn-out. Son attraction est telle que les autres possibilités explicatives ont perdu de leur aura, et qu'avec lui a ni plus ni moins disparu le sujet. Dolan École. 1996, donne ainsi l'épuisement professionnel comme la conséquence d'un stress, relié directement aux activités professionnelles et non aux problèmes personnels des travailleurs. Maslach et Leiter, 1997, vont dans le même sens. Nous ne sommes pas en cause, c'est le monde et la nature du travail qui ont fondamentalement changé, et plus loin, à l'issue d'études approfondies, nous avons de bonnes raisons de penser que le burn-out n'est pas un problème lié aux gens eux-mêmes mais à l'environnement humain dans lequel ils travaillent. Pin, 1999, corrobore, l'usure tient plus à des problèmes existentiels et à la réponse que peut y apporter notre culture qu'aux personnes concernées. Il n'y a alors, en droite ligne de cette critique du burn-out comme réaction personnelle, ni entité à spécifier ni besoin d'investigation individuelle, puisque là ne serait pas le problème. La question se veut même volontiers chasse gardée. Suggérer une dimension du sujet, ou relativiser des aspects contextuels amène promptement une réaction argumentée au gros plomb par le rappel de déterminisme sociologique patent, ou ergonomique, ou institutionnel. Nommer un trait de personnalité, perfectionniste, obsessionnel, etc., se fait quasi injurieux et signe de myopie sociale ou d'ânerie. L'idée même d'une approche personnelle de la souffrance au travail est dénoncée,
renvoyer à une causalité présumée faible et faisant porter sur la victime à la fois le poids d'une faute ou d'une insuffisance, et la tâche de devoir s'en sortir seul, lorsque chacun devrait savoir que c'est l'environnement qui est à changer ou à prendre en compte. Dont acte. C'est pourtant ce que nous allons examiner ici. Moins par goût de la promenade en terrain miné qu'avec l'idée que ces discours comportent trop d'approximations, négligent trop de cas et nourrissent trop de méprise ou de dramatisation, du médiateur de la République qui parle dans son rapport de mars 2011 d'une société française en état de burn-out, à cet avocat évoquant sa cliente comme présentant un burn-out, ou cet essayiste parlant de situations pouvant aller jusqu'au burn-out, c'est-à-dire. Il présente aussi le risque interprétatif de ne voir le sujet qu'au prisme victimaire d'un contexte et de ses contraintes, avec pour effet de prendre pour argent comptant toute parole pointant un environnement rendu entièrement responsable d'attitude au travail. Avec l'idée aussi que ces discours ne sont pas neutres. Ils ont un contre-coup sur les demandes d'aide, culpabilisées, l'embarras de sujets en groupe de parole, l'incompréhension d'autres qui voient là leur souffrance délégitimée est devenue le simple reflet des rapports de force et de pouvoir, de jour 1986. Il y a lieu de rouvrir les débats, et de détricoter des conclusions un peu rapidement tirées de cette doxa. En pointant par exemple, que les indices biologiques du stress sont très rarement retrouvés par les études. Ou que les facteurs institutionnels ne sont pas si fondamentaux, pour preuve l'importance du burn-out chez les travailleurs indépendants. Que le poids économique n'est pas à surestimer non plus, tant le burn-out se marie parfaitement avec des branches professionnelles prospères. Que les aspects concrets du travail ne sont guère démonstratifs, puisque le burn-out connaît des taux similaires chez les postiers, les fonctionnaires d'une collectivité territoriale et les juges, opposables par le nombre d'heures effectuées, leur niveau de rémunération et de responsabilité. Tout comme les facteurs sociaux, qui gagnent à être observés avec prudence au vu d'indices analogues dans des pays aussi contrastés par leur rapport à la postmodernité, leur richesse, leur type d'engagement au travail, fictif ou normatif, ou leur temps annuel œuvré que le Japon, la Chine, l'Iran, la Suède, les USA et l'Algérie. On rappellera encore, face à la déferlante des discours sur la souffrance au travail, que les études épidémiologiques rapportent avant tout l'intérêt du travail sur la santé physique et mentale, non sa pathogénicité. Et bien sûr que la notion de burn-out vient originellement de la clinique, ce qui s'oublie un peu, à l'instar des écrits de son initiateur Freudenberger et de ceux qui ont fait vivre une tradition en ce domaine, Grosch et Olson, Fischer, Scarfoine, Van Nelle. Laquelle clinique, au contact du terrain, est nettement moins catégorique tant sur l'objet créé, plutôt vu comme un construit de briques et de brocs ou additionnant des choux et des carottes, que sur la situation des sujets, dénonçant les rythmes intenables pour le psychisme, les situations de sujets désirants et pensants qui doivent adhérer quoi qu'il leur en coûte ou réduit à leur seule force de travail, fût-elle intellectuelle, mais énonçant concurremment les plaisirs d'autres à être au travail, parfois de S'. Y sentir bien malgré la lourdeur du poste ou l'abondance de facteurs déstabilisants. Les oublis et les fantasmes ont été si nombreux, amplifiés par l'effet de mode et des postures idéologiques, que le problème se pose de savoir ce que l'on est raisonnablement en mesure de penser du burn-out. Plus formellement, et c'est à cette question négligée mais foncière que ce livre apporte sa petite part contributive, qu'est-ce qu'un burn-out, au juste ou sans langue de bois? Pour l'introduire, le burn-out associe 3 niveaux logiques à l'harmonisation incertaine. En première approche, il s'agit d'un phénomène évoqué parmi les professions d'assistance et de service. Pêle-mêle, les assistantes sociales, les policiers, les syndicalistes, les prêtres, les coachs sportifs, les soignants, les avocats, les enseignants, les psychologues ou les élus politiques. Depuis quelques années, le burn-out s'étend à d'autres professions en rapport avec des clientèles, comme les vendeurs, ou même sans contact avec le public comme les conducteurs de train, les cadres, les chercheurs, récusant l'idée de groupe à risque. Il n'en est pas moins instrumenté à des fins corporatistes de dénonciation de conditions de travail, désignant dès lors de façon générique un mécontentement quelconque concernant le travail ou l'organisation, Starin et Cole, 1990. Cela crée par endroits de véritables spirales inflationnistes avec comparaison-compétition quant aux plus souffrants ou devant bénéficier prioritairement de l'aide. Et par extension, c'est l'incongruité d'entendre dire que ces moyens suffisent pour faire face aux tâches, et que la paye est correcte pour ce qui est produit. Le burn-out est ensuite un vécu.
Un vécu banal qui agence stress, perte de sens, fatigue, troubles relationnels et pensées dépressives. Celui de l'agent d'accueil qui regarde ailleurs, du soignant maussade, du professeur qui n'a pas changé son cours depuis 10 ans, ou plus ignoré d'employés effacés, de Gaston Lagaffe peut-être ou d'Oblomov. Le champ couvert est vaste, et l'Organisation mondiale de la santé le recourt dans ces cas-là, portraiture, un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Le burn-out est enfin un concept assez indistinct, noyé dans des querelles sur l'imputabilité du phénomène, un archétype de la guerre des sciences, Stengers 2001. En l'absence de critères d'inclusion, ce qu'est un burn-out, et plus important d'exclusion, ce qu'il n'est pas, chacun peut y voir l'objet assonant à sa vision du monde, de la psychanalyse à l'ergonomie, des psychologues cliniciens aux psychosociologues, des sociologues aux anthropologues, des économistes aux juristes, des médecins généralistes à ceux du travail ou aux psychiatres. Autant dire que l'émergence d'un consensus et que des collaborations interdisciplinaires à une échelle suffisante ne sont pas pour demain. En fait, le burn-out est peu interrogé en soi. Il reste principalement utilisé comme exemple lors d'une démonstration, comme point d'appui de raisonnement, non sans laisser les infortunés sujets face à des avis spécialisés et contradictoires faits de crise sociale, de troubles de l'idéalisation, de charge de travail, de stress, de manque de soutien social ou d'aspects institutionnels. L'approche clinique y considère, elle, une souffrance individuelle, intime et subjective. Inversant la problématique sous son angle le plus connu, social et touchant le travail, elle s'intéresse plus au sujet qu'au phénomène ou même à la situation objective du professionnel, relevant de la vue convergente d'observateurs. L'analyse porte sur sa situation de dérapage professionnel et personnel, singulièrement sur le décours psychique qui le mène à ressembler à ceux auxquels il ne souhaitait jamais un jour correspondre. C'est le cœur des vécus du burn-out et de sa souffrance. Celui de ces jeunes infirmières prononçant en un cri conjuratoire ce « ne pas devenir comme elles », à propos de collègues peu amènes et endurcis par le métier, Molinier, 1996, avant de possiblement en connaître les affres. Celui plus général qui mène consciemment à vivre à l'inverse de son idéal, à devenir l'égal de ses contre-modèles d'antan, à être ce que l'on ne souhaitait pas, passif, fuyant, perdant ses habiletés antérieures, s'éloignant de ses réussites, de la croyance en sa réussite. La théorie du burn-out peut se définir en conséquence comme rendant compte de difficultés psychiques et relationnelles chez des personnes auparavant motivées, volontaires et assez idéalistes, devenant progressivement tristes, agressives ou fuyantes. L'environnement n'est pas nié. Son poids suffit lorsque le travail est terrorisant ou accaparant, durant un temps suffisant. Mais il est d'influence très inégale selon les individus, et il ne rend absolument pas compte du sens des symptômes. Certains sujets développent ainsi un burn-out quand d'autres se dépriment, angoissent, développent des états de fatigue chronique ou s'alcoolisent. Référer ces changements au travail, en faire une réaction facilement déchiffrable par le stress et la charge de travail est un artifice niant la pluralité des voies symptomatiques ou l'énigme de la normalité, puisque tous ne souffrent pas même la majorité. Investiguer alors cliniquement le burn-out, c'est saisir des états et des cheminements qui mènent d'une vie professionnelle habituelle, normale, au burn-out, à la dépression, à la démotivation, à la maltraitance, et à les définir corrélativement. C'est interroger comment devient-on, au fond de soi, épuisé ? Pour appréhender ces thématiques, il faut repartir des conceptualisations du burn-out, première partie. Avec son aporie historique, le passage des descriptions de Freudenberger à leur presque opposé depuis Maslach qui a abouti à un concept distendu, avec la question centrale des manifestations cliniques, de leurs variations temporelles et des formes spécifiques à introduire comme le Wornow ou le bore-out, avec une revue des causes aussi nombreuses que leurs lieux communs. Puis on sillonnera les données issues de la psychopathologie et de la psychologie médicale. Où se situe le burn-out dans le panorama de la psychopathologie ? S'agit-il d'une forme larvée de dépression ou du masque de troubles anxieux ? Et quel savoir apportent les études sur la motivation des soignants, leurs conditions d'exercice et leur cognition ? Ces repères posés, on abordera la clinique du sujet en état d'épuisement professionnel telle qu'elle ressort d'entretiens de recherche, de groupes de parole et de thérapie, seconde partie. Plusieurs ouvertures nous guideront ici.
Nous n'avons pas affaire à un mode binaire, burn-out, absence de burn-out, mais à un continuum entre une vie professionnelle ordinaire et un degré originel de burn-out. Le burn-out n'est pas homogène mais connaît des vécus distincts, notamment selon la dialectique de la honte et de la revendication. Il est possible de décrire des degrés d'intensité de burn-out. Cette approche ouvrira sur 2 points contributifs à la compréhension du burn-out. Premièrement, sur la notion de démotivation qui, si elle est beaucoup évoquée, demeure étonnamment peu scrutée. Elle est donnée ici comme le point commun aux formes hétérogènes du burn-out et le moteur de sa dynamique. On définira plus précisément le burn-out comme la souffrance de la démotivation et comme une démotivation sans désinvestissement. Deuxièmement, l'utilisation du concept de burn-out autorise une approche de la maltraitance. Ce pan négligé, pourtant bien en vue comme la lettre volée de Poe, est dans la définition du concept avec le cynisme, le désintérêt dans la prise en charge d'usagers, la dépersonnalisation de la relation. Le sujet s'estime-t-il seulement maltraitant? Et existe-t-il une forme particulière de burn-out, un burn-out hostile? Cela conduira au final à évaluer la situation du sujet en proposant une grille d'analyse des plaintes professionnelles, là où tant en consultation amalgament dans leur dire un peu perdu les adjectifs stressé, démotivé, déprimé, épuisé, angoissé. Ces états diffèrent, et il semble temps de remettre une pointe de cohérence clinique dans tout cela. Première partie, sentiers et repères théoriques. Chapitre 1, le burn-out en 2 conceptions, 10 notions classiques et quelques idées iconoclastes. Aborder le burn-out est moins facile qu'il n'y paraît. Non que sa compréhension présente une difficulté quelconque, au contraire même. Chacun remplirait spontanément des pages de causes et d'effets, sans être bien loin des résultats des dernières méta-analyses. On ne peut guère non plus prétendre que les modèles théoriques soient particulièrement ardus. Rien n'est plus simple que de faire une présentation du burn-out, quel que soit son niveau, tout le monde comprend. C'est le premier obstacle, la dimension trompeuse du burn-out, l'immédiateté, avec l'idée que ça parle, intuitivement pour soi ou en songeant à des collègues au travail. Or, à y regarder de plus près, les présentations requièrent une double dose d'attention, au risque d'omettre des catégories ou de caricaturer des situations avec des termes imprécis comme trouble émotionnel, stress. Le second obstacle vient du nombre de notions à disposition. Il y a tellement de théories parcellaires, de mesures sans fin, de descriptions peu signifiantes et sans grands écarts sur le fond, que l'embarras vient au moment de faire le tri ou d'évoquer les diablement complexes interactions entre facteurs. Ainsi, le burn-out est lié à un faible support social et à la dimension dite d'hostilité. Ces derniers sont bien sûr corrélés entre eux. L'irascible reçoit peu d'aide, mais dépendent aussi du climat du service qui renvoie au manque d'entraide, autrement dit à un faible support social, de l'agressivité et ainsi de suite avec un autre facteur interagissant. Ces analyses sont nécessaires, précieuses même face à quelques malhonnêtes ou gentils incompétents, mais ça ne dit pas grand-chose sur le burn-out. On se retrouve avec des blocs d'intellection et l'évanouissement des questions initiales. Que vivent les sujets épuisés et quels en sont les risques tangibles? C'est en cela qu'aborder le burn-out est compliqué. S'il représente un concept attirant par ses potentialités explicatives ou par son effet habituel de révélation d'un malaise latent, il compose un univers à considérer avec réserve tant sa simplicité apparente est défaite au fur et à mesure que l'on comprend mieux la question. Y juger du solide quand la raison actuelle est d'estimer qu'on sait peu, qu'on pèse encore moins, et que personne n'y miserait un seul doigt, rend les discours familiers sur la souffrance au travail bien assurés pour ne pas dire doctrinaux. I1 Première pierre. La notion de burn-out voit le jour aux États-Unis à la charnière des années 60 et 70, parmi les professions dites d'aide, les premières touchées, les premières syndiquées aussi, la Plante 1985. Partant de vécus liés aux soins et à l'assistance, elle formalise une souffrance du rapport au travail. Sa particularité est de s'implanter à la croisée de 2 champs alors disjoints, sans y prendre appui, le champ social avec le travail, le champ de la pathologie avec la souffrance. Sans point d'accroche clair ni volonté d'une convergence, son développement se fait dans un premier temps en parallèle. Scarfoine 1985, des études sur le travail qu'elle porte sur l'adaptation, Amiel 1985b,
La fatigue, Burgard, 1974, L'investissement, Lévy-Le Boyer, 1987, L'. Accomplissement de soi, Frances, 1981, La motivation, Valran et Thiel, 1993, ou La pathologie. La synthèse originale et simple qu'elle en opère fera sa force, perpétuant la notion très au-delà des conditions qui l'ont vu naître en une modernité étonnante, encore d'actualité 40 ans après. Freudenberger ou l'interrogation d'un psychanalyste. C'est à Herbert J. Freudenberger que revient le mérite d'avoir identifié, décrit puis conceptualisé le phénomène. Psychologue et psychanalyste américain analysé par Theodore Reck et protégé d'Abraham Maslow, il assiste dans un dispensaire qu'il a mis sur pied à des manifestations d'épuisement psychique de la part d'assistants et de bénévoles. Le contexte est marqué par les débuts de la DE accent aigu S institutionnalisation, matinée d'antipsychiatrie, avec des structures extra-hospitalières où des soignants pleins de certitudes ou idéalistes vont connaître de cuisants échecs. Aidant des drogués et leurs familles, ils se mettent rapidement à leur ressembler, à devenir cramés, burn-out étant le terme consacré alors à ces états d'abus répétés de drogue, tendance apathique, quand ce ne sont pas eux qui vident l'armoire à pharmacie pour leurs besoins. Leur enthousiasme et leur engagement des débuts s'éteignent peu à peu, des symptômes d'épuisement apparaissent avec divers troubles somatiques. Freudenberger y voit moins l'effet simple d'une fatigue physique, d'une surcharge de travail, que l'effet délétère d'une usure psychique au travail et en dehors. Il propose alors cette idée de brûlure intérieure pour décrire des personnes volontaires qui font l'expérience d'une suite de désillusions, de fatigue, de frustration, et au final d'un grand vide avec des difficultés à donner du sens à ce qui leur arrive. Il retrouve bientôt ces symptômes auprès de sa clientèle nettement plus argentée de la haute bourgeoisie new-yorkaise, dans des milieux aux ambitions fortes et habitués à la compétition et aux contraintes. Freudenberger élabore formellement ses conceptions, suite à la psychothérapie de sujets épuisés. En recoupant des cas pour lesquels il exclut la névrose et la psychose, ou un traumatisme infantile, il songe au résultat d'un malaise actuel chez des personnes dont le cours de la vie a changé, passant globalement d'une grande activité, d'une vie plutôt positive, faite de réussite, d'enthousiasme, d'énergie, à une vie où se sont installées une grande lassitude, du désespoir, une absence de vitalité. Ce malaise englobe un mélange de symptômes physiques, d'ennui, de colère, de sensations dépressives, de fatigue, de tension chez des personnes colériques, peu enclines aux suggestions et aux critiques. Le plus souvent ce sont des leaders qui n'admettent pas leurs limites, ni les limitations, et peu aptes au compromis. En suivant un idéal élevé, des buts peu accessibles, des standards de travail impossibles à égaler, les sujets se brûlent à force de trop exiger d'eux-mêmes. Le tableau combine une extrême fatigue, une sensation d'abattement en contradiction avec le niveau d'énergie auquel le sujet est habitué, et devant laquelle il essaye de forcer la cadence pour maintenir le rythme de ses activités. En partie liée à une insomnie possible, elle serait le meilleur indicateur d'un épuisement qui se prépare. La personne quant à elle l'attribue à la surcharge de travail, la croyance que l'on abuse d'elle. Une irritabilité croissante. L'impatience sous-jacente se transforme en irritabilité du fait de la difficulté croissante à accomplir ses tâches. S'ensuivent des explosions de colère hors de propos, une agitation comportementale et le rejet du blâme sur autrui. Proche, on peut trouver un sentiment de toute-puissance, la suspicion de n'être pas apprécié ou des tendances paranoïaques lorsque la personne se sent maltraitée, devient méfiante et trouve un coupable. Cela peut mener à une désorientation à mesure que son état s'aggrave, que l'isolement grandit. La personne se sent de plus en plus séparée de son environnement. Elle ne comprend plus bien certaines choses qui se passent autour d'elle, et des troubles de la pensée, de la mémoire et de l'attention affectent ses capacités de perception et de jugement. Une indifférence, elle aide à parer la douleur et à se départir des affaires qui lui tiennent à cœur, avec un éloignement des gens ou des situations. L'indifférence tend à s'intensifier pour mener à d'autres sentiments tels que l'ennui, le cynisme. L'ennui et le cynisme favorisent également la perte d'intérêt, le désengagement, la mise en doute de la valeur de ses activités, de ses amitiés et de la vie elle-même. La personne en vient à considérer les intentions des gens avec scepticisme. Des troubles psychosomatiques.
Ils sont provoqués ou prolongés par la tension émotionnelle ou le stress. Une dépression, liée au burn-out, elle est habituellement temporaire, orientée vers une situation précise, avec généralement le remplacement de la culpabilité par de la colère. Le développement du burn-out est progressif, sur des mois ou des années, même si d'apparition occasionnellement soudaine et selon le schéma suivant. Une personne présente un idéal fort et espère avoir un impact valorisant sur autrui au travers d'une profession orientée vers l'aide sociale ou en rapport avec la société. Cette dévotion envers une cause induit des objectifs nombreux et renouvelés à atteindre, un dévouement important perçu positivement. Puis, devant la souffrance, la misère, et une existence qui demande une somme considérable d'efforts sans amener plus de satisfaction et de reconnaissance, la personne s'aperçoit douloureusement que ce choix de vie n'a pas produit la récompense attendue, qu'il est vain de se faire tant de soucis pour autrui. Elle tente alors soit à anesthésier ses sentiments, à adopter une attitude au travail plus mécanique et plus réservée, mais elle en vient avec le temps à perdre une partie vitale d'elle-même. Soit elle laisse, par une plus grande négation des sentiments, la tension s'accumuler jusqu'à ce qu'en résulte l'épuisement de ses ressources et de ses capacités de fonctionnement. Malgré souvent une belle endurance, le seul résultat obtenu est une frustration grandissante et un vide insupportable. Une théorisation qui est marquée aussi par son histoire, à la croisée d'un destin singulier et d'une époque. Freudenberger décrira rétrospectivement son propre cas, 1980, coécrit avec Richelson, en un témoignage rare par le niveau d'analyse des processus. Ce mandarin intégré dans les sociétés savantes new-yorkaises et multi-récompensé par l'American Psychological Association, avoue lucidement son arrogance, ses symptômes, ses failles réflexives, ses rationalisations, son irritation à l'égard de ceux pas assez diligents dans l'équipe, son éloignement de ses proches, la perte de son objectivité, ce qui était la dernière chose à faire pour une personne de ma profession. Plus grave encore, toute ma formation d'expert n'avait pas suffi à freiner cette crise de travail immodérée qui était emparée de moi. Ayant fondé, en plus d'autres activités, ce centre d'accueil gratuit de toxicomanes, surtout hispanophones, les parias d'alors, des jeunes désargentés, parfois violents, avec une panoplie de problèmes psychiques et somatiques, il tente de leur venir en aide de façon d'autant plus active qu'il n'a lui-même survécu comme juif pendant son enfance en Allemagne nazie que grâce à un miracle et à l'aide d'un réseau de support. Débordé, il travaille sans se raisonner, estimant qu'il devrait en faire davantage vu la liste d'attente, des milliers de cas potentiels dont des enfants et des femmes enceintes, sans bien se rendre compte de la faiblesse des ressources dont il dispose. S'ensuivent des somatisations, une fatigue majeure jusqu'à l'effondrement, incapable de bouger pendant 3 jours au début de ses vacances. Il se découvre alors, outre cet épuisement, une grande culpabilité vis-à-vis de sa famille, des aspects dépressifs et de la colère. De là naissent ces interrogations. Qu'est-ce qui m'avait poussé à faire cela? Qu'est-ce que je voulais prouver? Pourquoi la clinique m'avait obsédé au point de porter atteinte à mon jugement? Ce sera moins l'idéal d'une réussite que la tentative de combler une dette symbolique, un processus sans fin et vain s'il n'est pas clairement compris par le sujet victime. Cette méconnaissance indifférente procure un point central de sa théorie, la négation des sentiments. Le burn-out se constitue par une sorte de déni qui forme un écran protecteur contre les frustrations, les émotions. C'est pour lui le véritable danger. Niant la valeur d'alarme de ces symptômes, ou les remarques d'autrui, le sujet échoue à identifier la dimension personnelle de ses difficultés, projetant la responsabilité sur autrui ou l'environnement. Cette négation des sentiments, qui peut exister depuis l'enfance ou s'être développée ensuite au travail, comprend la négation de l'échec, la crainte de l'échec et des circonstances qui l'y amènent, avec d'abord la négation de l'échec puis du burn-out et de l'aspect irréalisable de ses idéaux. La négation de la peur, lorsque les sujets essayent de se prouver qu'ils sont de vrais professionnels, la négation de l'âge, où les personnes se brûlent à essayer de repousser les effets réels ou appréhendés du vieillissement ou de l'action des plus jeunes, enfin fantasmatiquement, la négation de la mort. Un burn-out à connotation existentielle qui ne commence ni ne finit avec la vie professionnelle pour Freudenberger. Il s'ancre dans le passé du sujet. Jusqu'à l'enfance, on songera à la compensation par le travail des aléas de jeunesse, et dans les idéaux intériorisés, qu'ils soient parentaux, le tu dois, cher à H. Deutsch, ou sociopolitiques.
Autant de facteurs qui valorisent l'émulation, gênent la prise de conscience et débouchent sur des conflits de valeurs, des difficultés à donner un sens à sa vie. Maslach et la mise en place d'une mesure. Le thème est entre-temps repris à San Francisco par une jeune chercheuse en psychologie sociale, Christina Maslach. Elle analyse dans le sillage de Philippe Zimbardo les stratégies mises en place par les professionnels pour affronter les situations émotionnellement difficiles, comme l'objectivation défensive qui revient à traiter une maladie, le pancréas du 21 ou un dossier, le viol de l'impasse X, plutôt qu'une personne. Maslach entend alors ce terme de burn-out évoqué par des avocats, puis par les sauveteurs qu'elle étudie, et ce jargon partagé l'interpelle autant que la multitude des signes rapportés de part et d'autre. Elle va chercher à y mettre de l'ordre et à réduire la problématique à un nombre limité de dimensions par des analyses factorielles. 3 ressortent au final, dont Maslach propose une échelle de mesure attenante, le Maslach Burnout Inventory, MBI, Maslach et Jackson, 1981-1986. Ces dimensions centrales sont l'épuisement émotionnel. Il se traduit par le sentiment de craquer, l'impression d'être sans énergie. L'épuisement émotionnel se double de difficultés à se détacher des enjeux, des situations. Cela se retrouve dans les items tels que « Je me sens émotionnellement vidé par mon travail »,« Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail ». La traduction peut tromper puisque l'épuisement émotionnel signerait la décroissance progressive des émotions, dépressives, lorsqu'on peut estimer au contraire un trop-plein d'émotions ici. La dépersonnalisation, c'est le fait de considérer l'usager comme un objet exprimant le désinvestissement de la relation, à différencier de la sensation psychotique de ne plus être soi. Elle se traduit par des conduites d'évitement des situations génératrices de malaise, une gestion sèche ou insensible des problèmes, une vision négative des personnes accueillies et des attributions blâmant la victime, jugée co-responsable de ce qui lui arrive. Ainsi les items conséquents, je sens que je m'occupe de certains de mes patients de façon interpersonnelle comme s'ils étaient des objets. Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients. Le sentiment de non-accomplissement de soi. Il recouvre les sentiments de ne pas faire correctement son métier, que son travail ne sert à rien, de n'être pas à la hauteur, des dépréciations de soi, de sa profession et des autres. Dérivant des efforts infructueux pour faire face, c'est le pôle douloureux du burn-out. Avec pour item, j'ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail. J'arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes patients. Un score bas suggère le non-accomplissement. Ces dimensions s'enchaînent selon un ordre précis, une logique relationnelle. L'épuisement émotionnel est produit par l'environnement de travail, que ce soit par une surcharge de travail ou les demandes jugées excessives de soutien psychologique de la part des usagers. Lié à la relation d'aide, il renvoie aux divers stress quotidiens des demandes répétitives, « Ramenez-moi aux toilettes », aux plaintes ou aux colères d'usagers, « J'en parlerai à votre supérieur ». Cet épuisement mène à une fuite de la relation à titre de protection, à une attitude peu chaleureuse, sans implication excessive, mais aussi, le piège se referme, au développement d'une image de soi impropre, à un sentiment de non-accomplissement. Le détachement, qui constituait une tentative d'adaptation simple et immédiate face à une réalité pénible, se prolonge par une pratique routinière ou technicienne sans intérêt, dévalorisante et coupable. Un effet direct sera donné ultérieurement par Maslach et Jackson, 1996, entre les troubles émotionnels et la réduction de l'accomplissement de soi. À titre d'exemple, être vilipendé pour des fonctionnaires au simple fait de leur statut ou par impossibilité de répondre à des demandes, pour des pompiers d'être appelés plusieurs fois par nuit pour éteindre des feux de poubelle, pour des enseignants férus de pédagogie ou d'une matière d'être réduits à une fonction de garderie de classe turbulente, mènent à éprouver l'idée d'un mauvais choix professionnel. Ces dimensions ont été largement reprises, avec parfois des adaptations. Afin d'analyser le burn-out dans d'autres professions que celles en relation avec des usagers, les échelles du MBI ont été modifiées, la dépersonnalisation n'ayant plus lieu d'être. Conjointement au MBI Human Service Survey, MBI HSS pour les personnes dans une relation d'aide ou de service et sa forme dérivée pour les enseignants et formateurs, le MBI Educators Survey,
on trouve le MBI General Survey, MBIGS, qui permet une évaluation de tout un chacun, cadre administratif, militaire ou informaticien. Les sous-échelles mesurent alors les troubles émotionnels, le cynisme et l'absence d'efficacité professionnelle. Le MBI, un test valide mais non diagnostique. L'importance de cette approche tient dans sa formalisation à travers un questionnaire, le plus utilisé et donné valide. Sa large diffusion a permis des mesures dans des milieux très divers en lien avec toutes sortes de variables, sexe, âge, caractéristiques professionnelles, facteurs cognitifs, etc., établissant un référentiel inespéré dans le domaine de la souffrance au travail. Ce socle de l'analyse du burn-out appelle pourtant quelques observations un peu rabat-joie. Le MBI date de plus de 30 ans, un autre monde au vu des changements sociétaux au travail, de ce que l'on comprend actuellement de cette thématique et de ses formes nouvelles. Sauf à y voir une définition robuste, il relève de l'habitude, d'une orthodoxie dommageable pour rendre compte du burn-out, Yacovid École, 2003. Évoquer de nos jours des troubles émotionnels au travail sonne vaguement creux, tant on les imagine désormais communs. Se penser inaccompli par le travail semble un lot bien ordinaire et peu indicatif sans autre précision. Ce n'est pas faire injure aux auteurs. Leurs échelles découlent des analyses factorielles sur l'échantillon de base. Mais à vouloir être le plus fiable, concis et consensuel, avec des items compréhensibles par chacun, le MBI réduit à du caricatural. Il traduit juste un dysfonctionnement quant au travail, non un état subjectif, encore moins un sujet malade, des vocables que Maslach réfute en connaissance de cause. Sa fonction se réduit concrètement à la comparaison de moyennes entre services ou entre groupes constitués, ou à celle d'un indicateur dont on suivra les variations dans le temps. En aucun cas ce test n'est un outil diagnostique individuel. Un peu de technique aide à comprendre pourquoi. Le MBI ne fournit pas un score global, mais 6 notes. Les 3 dimensions se déclinent selon la fréquence d'apparition des signes et leur intensité, 2 mesures liées qui font souvent abandonner celle d'intensité dans les enquêtes. Aussi n'avons-nous à disposition que des indices qui ne permettent pas d'affirmer qu'une personne est épuisée ou non. Seule la conjonction des sous-échelles permettrait hypothétiquement de l'avancer. Or, les échelles ne bougeant pas simultanément, nous sommes face à un problème de sensibilité du test qui reflète l'improbable dichotomie épuisé-non épuisé. C'est au demeurant peu l'objet de cette grille, plus utilisée comme variable dépendante et peu comme variable indépendante, IE comme mesure, peu comme catégorisation. Des échelles qui sont par ailleurs non exemptes de critique. La mesure de la dépersonnalisation avec ses 5 items n'est pas validée. Son coefficient alpha de Cronbach est épisodiquement inférieur à 0,70. Celle d'accomplissement de soi est jugée peu utile, donnée comme une simple suite des autres dimensions, ou même à disjoindre car suivant un cours autonome, Leiter, 1993. Celle enfin des troubles émotionnels, guerre originale, est corrélée aux échelles de la dépression mieux validée, chapitre 2. Second écueil, il n'existe pas de score seuil pour la France. Ceux habituellement cités, burn-out absent ou de faible intensité, burn-out d'allure modérée et importante, ne sont valables que pour une population américaine. Ils ne nous sont pas applicables car les moyennes des scores varient selon les pays. Pine École, 1981. L'échantillon de Maslach et Jackson, 1981, diffère de celui de Giraud, 1989, qui rapporte pour la France moins de troubles émotionnels et de dépersonnalisation. Schauffele et Van Dierendonck, 1995, constatent pareillement avec l'échantillon de référence hollandais. Plus notable encore, ces séparations ne correspondent à aucune matérialité clinique. L'échantillon américain a simplement été divisé en 3 tiers. Il ne faut pas s'alarmer des taux, avertissent Maslach et Cole. 1996, avec l'implicite d'avoir potentiellement 66% de la population lorsque l'on réunit les niveaux modérés et élevés. En conséquence, il est incertain que des scores élevés aux échelles notifient sa présence, et absolument impossible que les signes cliniques s'étalonnent proportionnellement au score. De même, des scores similaires recouvrent des réalités hétérogènes ou sans lien avec des variations observables. Conscients de l'embûche, des auteurs proposent de ne prendre que les pourcentages les plus élevés au MBI, 5, 7 ou 10, autant dire déjà du simple au double, pour créer le groupe dit épuisé.
Sans surprise donc, sa validité externe pose problème. Le burn-out ne peut se référer au MBI du fait de son réductionnisme et alors que le burn-out a des limites floues, dédisant la tautologie faisant du burn-out ce qui est mesuré par le MBI et le MBI mesurant le burn-out. Il suffit pour s'en convaincre de demander au sujet s'ils estiment épuisés, oui non ou le long d'une échelle analogique de 0 à 10, et de passer le MBI pour évaluer l'absence de recouvrement entre la vie et sa mesure. Comme tout auto-questionnaire, le MBI appréhende seulement une morbidité ressentie, non un état identifiable, et il est trop sensible aux attitudes de réponse propres de sujets comme la tendance à l'acquiescement, Hardy 1993. En un mot, les réponses sont biaisées, ne serait-ce que par les présences de revendications sociales ou individuelles et de honte, chapitre 3. Le taux réel de burn-out doit être repensé à la baisse du fait des rapports conflictuels avec sa hiérarchie et la volonté de dénonciation, ou à la hausse due à la pudeur à confier sa réaction de dépersonnalisation ou à cause de mécanismes défensifs masquant les affects. Un auto-questionnaire qui relève, dans une perspective clinique, du sondage d'opinion, Devereux 1980. Il n'ambitionne d'ailleurs pas officiellement à plus, si ce n'est que tout le monde n'a pas l'air au courant ou fait semblant de ne pas l'être. Si ce n'est aussi que son succès a dépassé le sens commun par la fascination de milieux professionnels pour quelques items simplistes, et qui ont réduit un champ à une mesure. D'autres tests ont essayé de pallier à ces difficultés sans réellement percer, parmi lesquels ceux de Pine et Aronson, Burnout Measure, validé en France sous sa version abrégée, BMS 10, Lourel École, 2007, de Chirom et Melamed, Chirom-Melamed Burnout Measure, 2006, de Freudenberger avec Richelson 1980 à visée diagnostique, ou le Oldenberg-Bumu Inventory de Demrouti École. 2001, et Vincent l'accomplissement. Maslach ou Freudenberger ? Nous avons donc à disposition deux théories antagonistes élaborées quasi simultanément. Freudenberger a basé ses investigations sur l'étude des idéaux et de la dépression, initiant des observations sur l'ennui, la fatigue, le cynisme ou l'effondrement psychique. Il considère le burn-out comme un état de l'individu qui s'épuise lui-même, et ses analyses s'appliquent tant aux sujets travaillant en libéral qu'en institution. Maslach propose que le burn-out soit une réaction conséquente au rapport avec les usagers ou les collègues, à la surcharge de travail et au manque de moyens pour y faire face. Elle a promu des études de groupe sur les services, les organisations. Selon que l'on se place du point de vue d'un des deux concepteurs, nous pouvons voir le burn-out comme un analogon du stress ou une forme de dépression, comme normal ou pathologique, comme relatif au sujet ou au travail, comme un état ou une réaction, comme un conflit induit par la poursuite d'objectifs irréalistes ou lié à la diminution de l'implication dans un travail d'aide, comme un épuisement de l'énergie ou des émotions. Et lorsque Freudenberger réfléchit à des thérapies individuelles, Maslach réfute l'idée même et promeut une action organisationnelle. Le premier pense à un besoin de détachement, de prise de conscience. La seconde, avec Leiter 1997, penche pour un besoin de plus d'engagement professionnel. Maslach estime que les causes et les principales conséquences sont reliées au travail, et fait méthodologiquement l'impasse sur la vie privée et l'interrogation du sujet, ni plus ni moins qu'une perte de temps ou une volonté de trop en connaître sur la vie de concitoyens qui ont le droit de garder une opacité. Freudenberger justifie son approche sur la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.